Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va aborder un peu l'énergétique chinoise, l'approche énergétique chinoise, car hier, le lundi 5 mai, on est entré dans la saison de l'été. Et oui, déjà, d'un point de vue médecine traditionnelle chinoise en tout cas. Cette approche énergétique que, je n'ai pas encore, abordée sur le podcast, c'est un système de compréhension de notre corps qui est très axé, en fait, sur l'énergie vitale. Cette énergie qui vient nourrir nos organes et nos fonctions vitales, mais aussi nos comportements et nos émotions. Donc je vous fais cet épisode maintenant parce que quand on se calque sur l'approche orientale des saisons et des cycles, comme je vous l'ai dit, nous arrivons en été. Donc, dans cet épisode, je vais tout d'abord vous expliquer les 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise, en espérant que ce soit assez digeste. Et d'ailleurs, je vais abréger médecine traditionnelle chinoise par MTC tout au long de ce podcast, donc vous saurez à quoi ça se réfère. Et ensuite, je vais vous parler de l'énergie saisonnière et de pourquoi on entre en été déjà selon la MTC. Et je terminerai par des conseils pour maximiser cette saison estivale d'un point de vue santé, énergie et bien-être. Quoi mettre dans votre assiette, notamment pour soutenir votre organisme et votre vitalité. Sachez déjà que dans la description de ce podcast, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à un téléchargement gratuit d'une fiche mémo que je vous ai préparée pour l'avoir sous le coude tout au long de cette saison pour pouvoir maximiser votre énergie dans la saison de l'été. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger si ça vous dit. Avant de démarrer, petite introduction tout de même pour comprendre en fait le pourquoi de cet épisode, au-delà du fait qu'on est déjà en été depuis hier au niveau de l'approche énergétique chinoise. Pourquoi je me mets à vous parler d'énergétique sur le podcast? Je pense l'avoir déjà dit et je crois que vous l'aurez compris aussi au fil des épisodes que je partage avec vous. J'ai une approche holistique de l'être humain, c'est-à-dire que je l'aborde dans sa globalité. Nous n'avons pas qu'un corps physique, nous avons aussi un corps mental, un corps émotionnel, un corps énergétique. Dans l'approche occidentale de la médecine que nous connaissons, et je précise que je ne suis pas contre la médecine conventionnelle, que on peut aussi appeler la médecine allopathique. Ce que je le reproche en revanche à cette vision de la médecine, c'est d'être trop binaire. C'est-à-dire qu'on a des symptômes, on soigne à partir des symptômes, telle synergie de symptômes va être égale à telle maladie et on va donner la prescription, qui va dans cette situation comme on l'a appris et cetera et on ne cherche pas plus loin. Sans rentrer non plus dans le détail en plus de ce que ça rapporte au lobby pharmaceutique qui est très puissant. Que l'on soit malade, être malade, ça rapporte, il faut pas rêver. Donc c'est pas toujours dans notre intérêt. J'ose espérer que tous les médecins ne sont pas comme ça évidemment et que cette vision pardon de la médecine évolue à une échelle plus globale et que certains médecins vont enlever leurs œillères en fait pour s'ouvrir aussi à des approches peut-être moins scientifiques sur le papier, quoique. Parce que bon, toujours pointer du doigt les approches alternatives en pensant que c'est du wou-wou et que ça sert à rien, c'est pas non plus faire avancer, le monde et le collectif dans la modernité, en fait, dans nos approches et en plus, c'est même pas des approches modernes puisque la médecine traditionnelle chinoise, tout ça, c'est des choses très anciennes. Donc c'est juste un savoir-faire, un savoir-être ancestral qui s'est oublié avec le temps et que certaines personnes continuent, d'incarner, d'apprendre à ce sujet et de transmettre et je trouve ça très bien. Donc les 2 ne sont pas incompatibles et je pense que ce serait bien que les 2 se combinent, en fait. Parce que en fait, moi, dans les médecines conventionnelles, depuis que je suis petite, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais on m'a toujours fait, c'est quoi les symptômes? On analyse un petit coup et on donne une prescription et nous ne sommes pas que des symptômes et pour moi, dans ma vision et dans mes croyances et dans ce que j'ai pu observer et expérimenter aussi dans ma propre vie, sur mon propre terrain et ce qui a tendance évidemment à renforcer mes croyances, c'est que nos douleurs ont très souvent des causes psycho-émotionnelles et il est vital de venir chercher la cause plutôt que de soigner tout de suite le symptôme.
Et en fait, ce que j'aime particulièrement dans l'approche énergétique chinoise, c'est la prévention. C'est une médecine préventive. On n'attend pas en fait que la maladie soit là pour la soigner. Nous, on a plutôt tendance en fait à avoir une médecine curative où on a le symptôme, on le soigne à coups de médicaments et basta. Et on va pas s'étonner de savoir pourquoi c'est chronique, pourquoi ça revient. Il y a pas de hasard en fait. Donc c'est important de venir creuser aussi au niveau psychologique et émotionnel. Donc, avec cette vision globale que j'ai de l'être humain, ça a été naturel pour moi de faire le choix de me former à un soin taoïste du Qin et Tsang. Alors peut-être que ce mot va vous être complètement étranger ou peut-être que vous l'avez déjà entendu, même pratiqué. Je vous en parlerai plus en détail dans un prochain épisode parce que d'ailleurs, si vous êtes sur Annecy, sachez que bientôt, je vais le proposer, vous pourrez prendre rendez-vous. Et en fait, ce soin, pour très rapidement, il va se focaliser au niveau de la zone du ventre et des organes internes, donc tout ce qui va être foie, rate, cœur, poumon, etc. Et c'est un soin énergétique qui est vraiment magnifique à recevoir. Contrairement aux a priori, il n'est pas censé faire mal. La personne qui vous le transmet doit s'adapter si vous avez des douleurs. C'est parce qu'il y a sûrement un système digestif ou des organes qui sont pas bien et donc du coup, il faut amener beaucoup de douceur et de bienveillance. Et donc quand c'est bien fait, c'est très doux et c'est très beau à recevoir. On stocke énormément au niveau du ventre. On dit que c'est notre deuxième cerveau. C'est devenu assez courant de parler de deuxième cerveau au niveau des intestins. Et il faut savoir que le système nerveux entérique, celui qui est au niveau du ventre, c'est un réseau complexe de plus de 500 millions de neurones. Et tout ça logé dans le ventre, donc il s'en passe des choses à ce niveau-là. J'avais lu un livre très intéressant à ce sujet, c'est Prendre soin de son intestin de Takanori Naganuma. J'espère que je le prononce bien. Je l'avais trouvé dans une bibliothèque et c'est un livre ancien, c'est pas un truc moderne et vraiment il est cool. Je vous le mettrai dans la description du podcast. C'est écrit par un scientifique japonais qui, dans son livre, nous dit que le ventre n'est même pas notre deuxième cerveau, sinon notre premier, notamment d'un point de vue historique et évolutif, au tout début de la vie sur Terre, puisque les organismes pluricellulaires primitifs, c'est-à-dire les premiers êtres vivants à avoir eu plus d'une cellule, possédaient un tube digestif, mais étaient dépourvus d'encéphale. Donc en fait, il y avait déjà un système digestif en place, en tout cas un tube digestif, mais alors qu'il n'y avait pas forcément déjà le cerveau en place. Et d'ailleurs, c'est un parallèle que j'ai pensé quand j'ai préparé cet épisode. Quand on vient au monde, on coupe le cordon ombilical qui est fixé à quoi? Au ventre du bébé. Donc déjà dès la naissance, il y a un lien avec le ventre. Et puis aussi souvent dans la vie, quand on ressent d'abord les choses dans le ventre, souvent, dans les tripes, avant de venir mouliner les informations dans notre mental. Ça se passe souvent au niveau physique, au niveau du ventre, quand on est bien à l'écoute de ses ressentis. Donc, ça me paraît pas déconnant de dire que c'est notre premier cerveau, même si c'est peut-être pas forcément ce qui se développe en premier chez le fœtus humain. En tout cas, d'un point de vue historique et évolutif, ça fait sens. Bref, revenons à nos moutons. Pendant cette formation au Qin et Tsang, on parle beaucoup de MTC et on s'en sert surtout pour transmettre le soin. Donc voilà pourquoi le pourquoi de cet épisode. Passons maintenant à la première partie, les 5 éléments ou les 5 mouvements de la médecine traditionnelle chinoise. Dans l'approche énergétique chinoise, la nature, notre corps et nos émotions sont régis par 5 éléments. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et ces 5 éléments, ils sont interconnectés et complémentaires et chaque élément est associé à un organe, même deux en fait, parce qu'en MTC, on va parler d'organes trésors et d'organes creux en fonction de leur rôle en fait. Les organes qu'on va dire trésors, c'est ceux qui ont le rôle de produire, de transformer et de stocker l'énergie. Et les organes dits creux, c'est ceux qui ont le rôle de recevoir, de transformer et d'éliminer les aliments et les liquides, enfin toutes les substances que l'on ingurgite. Et voilà, vous allez mieux comprendre avec ce que je vais vous expliquer là tout de suite. Le bois, en fait, c'est l'énergie du printemps. Donc les organes associés sont le foie, qui est l'organe dit trésor, et la vésicule biliaire, qui est l'organe dit creux. Le feu, c'est l'énergie de l'été. Donc là, on est dans l'élément feu depuis hier. Son organe trésor, c'est le cœur et l'organe creux, c'est l'intestin grêle. La terre, son organe trésor, c'est la rate, en tout cas le duo rate-pancréas en MTC, parce qu'on les associe. Et son organe creux, c'est l'estomac.
L'élémentaire, il correspond à l'énergie de la 5e saison, parce qu'il y a une 5e saison en MTC. On vient d'en sortir là, donc je vous l'explique juste après. Le métal, c'est l'énergie de l'automne. Son organe trésor, c'est le poumon et son organe creux, c'est le gros intestin. Et enfin, l'eau, c'est l'énergie de l'hiver. Son organe trésor, c'est les reins et son organe creux, c'est la vessie. Je reviens brièvement sur la 5e saison. En fait, dans l'approche énergétique chinoise, on a ce que l'on appelle des intersaisons. À chaque fin de saison, comme nous les connaissons, c'est-à-dire printemps, été, automne, hiver, en fait, il y a une période de 18 jours, donc il y en a 4 dans l'année, qu'on appelle la 5e saison. C'est une intersaison. En fait, la différence avec notre calendrier à nous, c'est que nous, les solstices et les équinoxes, ça marque le début d'une saison, alors qu'en MTC, c'est le milieu de la saison. C'est pour ça que du 17 avril au 4 mai, on était en intersaison, donc dans la 5e saison selon le point de vue de la MTC, et que là, depuis hier, on est rentré dans l'été. Je ne vais pas développer plus parce que ça demanderait un épisode à part entière, mais en fait, je ne pouvais pas vous parler de la saison été en MTC de but en blanc comme ça, sans introduire brièvement d'où ça vient, parce qu'on va parler d'organes, d'éléments, il faut comprendre un petit peu cette théorie des 5 éléments. Donc, on entre dans la deuxième partie de l'épisode où on va se concentrer sur l'été. Donc l'organe du cœur. On est sur l'élément feu, c'est l'expansion. Et d'ailleurs, c'est l'expansion au niveau de la nature. C'est là que les feuillages des arbres atteignent leur potentiel maximal. C'est là où le soleil atteint son apogée. Et paradoxalement, dans notre vision, c'est là où on place les vacances, le repos, alors qu'énergétiquement parlant, c'est là où notre énergie est à son pic, où notre réservoir d'énergie en fait est boosté parce qu'on a plus d'exposition à la lumière du jour. Euh, Si on suit les saisons, bah, on a pris le temps de se reposer en hiver comme la nature. On a fait doucement monter le retour de l'énergie au printemps, de la sève. Et en fait, on peut en profiter au max en été avant de gentiment revenir à plus de douceur en automne pour se préparer à nouveau au repos de l'hiver. Ce sont des cycles. Mais dans notre calendrier, c'est en hiver qu'on se bouge, notamment à Nouvel An, parce qu'on se met la pression avec les nouvelles résolutions. En janvier, en fait, il faudrait être au taquet, être plein d'objectifs et avoir l'énergie, au taquet. Et en été, on se repose en fait en général. On lâche tout. On lâche la rampe en été, on n'a plus envie de rien faire, on est, cramé, donc on a juste envie de profiter et souvent dans l'excès et de ne rien faire. Mais moi, ma nature cyclique, en tant que femme déjà, mais même en tant qu'humain, hein, on est calqué sur les saisons, elle est beaucoup plus en accord avec la vision orientale qu'avec la vision occidentale dans laquelle j'ai grandi. Ce qu'il faut comprendre aussi en MTC pour mieux appréhender cette vision, c'est que c'est une approche qui ne se concentre pas sur le résultat, sinon sur les conditions qui vont permettre d'atteindre le résultat. Parce que si les conditions sont mises en place et optimales, le résultat sera là. Il n'y a pas de problème. D'où l'aspect préventif. D'ailleurs, à ce propos, j'ai regardé une vidéo hyper intéressante l'autre jour sur YouTube, sur la chaîne Les Portes du Tao de Fabrice Jordan, que j'apprécie beaucoup. J'adore sa façon d'expliquer en fait et sa philosophie. Et cette vidéo, c'est le titre Le malentendu des voies spirituelles autour de l'amour. Et il explique pourquoi, dans les textes anciens du Tao, on ne parle pas d'amour. Et si je vous fais ce parallèle, c'est parce que pour les taoïstes, l'amour, c'est le résultat. Et en fait, ils préfèrent se concentrer sur la voie à suivre pour mener à ce résultat, puisque si on trouve l'équilibre et qu'on chemine sur cette voie, le résultat est là, quoi qu'il arrive. Donc je vous invite à la regarder, elle dure une vingtaine de minutes cette vidéo, je vous la mettrai dans la description du podcast aussi. Et en fait, avec les saisons, c'est pareil. Il donne d'ailleurs un parallèle avec le printemps. Pour nous, le printemps, ça va être mi-mars, quand les bourgeons vont être là, quand l'éclosion commence, pardon, quand on voit le résultat visuellement en fait. Alors qu'en MTC, ça commence début février, quand la sève est en train de monter après le repos de l'hiver, quand il y a ce processus en fait interne et invisible qui se met en place, qu'il y a toutes les ressources qui se mettent en place, qu'on ne voit pas, mais qui sont là pour permettre en fait aux arbres de bourgeonner, de se réveiller et aux fleurs de sortir de terre, etc. Donc je trouve que c'est assez intéressant à faire aussi le parallèle avec les saisons. Donc regardez cette vidéo si vous le pouvez, c'est vraiment chouette. Donc je vous partage tout ça dans la description du podcast. Donc l'énergie saisonnière dans laquelle on va entrer, c'est l'été. L'été, c'est l'expansion, c'est la croissance, c'est l'activation, c'est la saison la plus dynamique.
D'ailleurs, socialement parlant, même si c'est là où on place les vacances, c'est la saison où on a tendance à voir beaucoup de monde, à sortir plus tard le soir, à se lever plus tôt, à être dehors plus longtemps, alors qu'en hiver, on va plutôt rester chez soi en mode cocooning, grasse mat, etc. En fait, la transition énergétique, elle commence début mai. La nature, notre corps se prépare à son expansion, qui sera pour la médecine chinoise à ce que nous, on appelle le début de la saison, donc vers le 21 juin. Là, on sera en fait au maximum de l'énergie estivale. Mais ça se prépare avant, en fait, avant l'apogée. L'organe qui est associé, donc l'organe du cœur, ce qu'on appelle l'organe empereur de cette saison, c'est-à-dire que c'est celui qui a le plus d'énergie et de pouvoir au sein de, hem, comment dire? De l'organisation des organes en MTC. Et donc le cœur, c'est l'estime de soi, c'est, la satisfaction du travail accompli. Ses vertus, ça va être l'amour, la gratitude, la joie, mais vraiment une joie, profonde, la plénitude. Et en fait, l'émotion associée au cœur, c'est la joie. Et on a aussi une couleur pour chaque saison et pour l'été, c'est le rouge. En fait, le cœur, il peut vite se laisser envahir par les émotions des autres organes. C'est pour ça qu'il est important tout le temps évidemment, mais d'autant plus pendant cette saison comme c'est le cœur qui a l'honneur, de bien veiller à son monde émotionnel pour éviter en fait de trop s'enflammer et vraiment maintenir un équilibre. On a souvent tendance à tout relâcher en été et à profiter, mais regardez encore une fois la nature qui est une grande enseignante. Quand le soleil brûle trop fort, les arbres brûlent et sèchent. Et il y a même des feux qui peuvent, des incendies, il y a souvent des incendies en été qui se propagent. Et on n'est plus sur la jolie apogée de feuilles et de vie, mais là on est sur, on se crame en fait, on brûle le bout. Et en fait, nous-mêmes, hein, après une trop longue exposition au soleil et à la chaleur, on risque l'insolation, le coup de soleil, la déshydratation, etc. Donc, tout est toujours question d'équilibre. Et c'est mieux de prévenir que de guérir. Niveau alimentation, on va privilégier des aliments rafraîchissants. C'est d'ailleurs ce que la nature nous donne à cette période-là. C'est pour ça que c'est hyper important de manger de saison, parce qu'en général, la nature nous donne ce dont on a besoin à travers les fruits et légumes de saison. Donc ça va être concombre, pastèque, salade, menthe, tout ce qui est fruits et légumes de saison, en fait, parce qu'ils contiennent tout ce dont nous avons besoin, donc melons, tomates, cerises, abricots, etc. Mais attention, toutefois, à ne pas, manger trop de crudités en trop grande quantité. Ça peut être irritant chez certaines personnes. Moi, je sais que mon corps n'apprécie pas, donc je couple toujours avec quelque chose de cuit ou j'en fais un peu moins. C'est important d'écouter votre corps, en fait, d'observer vos réactions, vos ressentis. Et quand je dis écouter votre corps, c'est pas simplement se rendre compte que: «Ah oui, là, je suis ballonnée». C'est essayer de comprendre la cause de pourquoi je suis ballonnée et pour ça aide beaucoup de tenir un journal des ressentis avec une trace de ce qu'on a mangé pour que dans le temps, voilà, au bout de 2, 3 mois, même un peu moins, on puisse faire, en fait, des corrélations entre certains aliments que vous avez consommés et un symptôme que vous ressentez comme un ballonnement, de la constipation et cetera. C'est ça, en fait, qui permet de mieux écouter son corps et comprendre ce qui nous fait du bien et ce qui est moins digeste pour nous et cetera. Pendant cette période, on va aussi plutôt éviter la nourriture trop épicée et trop grasse parce qu'en fait, ça peut augmenter notre chaleur interne. Il est important de bien réguler notre thermostat interne, si on veut. Et donc, si on a trop chaud ou pas assez, ça va provoquer des déséquilibres énergétiques. Aussi, comme la couleur de l'été en MTC, c'est le rouge, et ben, tout ce que vous consommez qui a cette couleur, ça va vous apporter ce dont vous aurez besoin. Des tomates, des fraises, des cerises, framboises, pastèques, du crabe, de la langouste, etc. Niveau hydratation, évidemment, on a tendance à beaucoup plus boire en été, c'est normal, donc bien s'hydrater et pourquoi pas, être créatif, hein, si on a du mal à boire de l'eau nature comme ça et de mettre un peu de feuilles de menthe, des fruits dans son eau, faire des infusions de plantes fraîches maison et cetera. Ça peut être bien. Niveau activité, on va conseiller de modérer l'exercice physique, hein. Le but, c'est pas d'aller, faire un footing en pleine cagnat. C'est vraiment pas écologique pour vous de faire ça, donc ne le faites pas. Choisissez plutôt de vous lever plus tôt ou de le faire, ouais, plutôt le matin, parce que même le soir, il y a tendance à faire chaud. Donc, adaptez, en fait, votre agenda sportif en fonction de la saison pour, en fait, ne pas, surmener votre corps. Prenez soin de votre corps et orientez-vous plutôt vers des pratiques douces aussi, comme la marche, le yoga, le tai chi, du pilates et cetera. Même de la natation pour se rafraîchir, c'est super. Et en fait, c'est tout des choses, hein, je vous apprends rien, je pense, c'est des choses qu'on fait instinctivement, en fait. Mais là, la vigilance, elle est surtout à porter sur les excès
qui ont tendance à être nombreux en été avec les barbecues, donc de la viande, vraiment, qui est très bon, hein, mais de la viande qui est cuite, à très haute température et bis cramée aussi des fois, donc c'est pas forcément très bon, vaut mieux le faire, avec parcimonie. Il y a beaucoup d'apéros, des spritz, de l'alcool, des glaces à outrance et cetera et en fait, c'est toujours la dose qui fait le poison. Donc évitez de passer 2 mois, à coups de barbecue, apéro, glace tous les jours parce que là, vous allez le payer, en fait, au niveau du corps. Peut-être pas sur le moment, mais après. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur, la saison estivale en MTC. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a une fiche mémo que vous pouvez télécharger de 2 pages, en fait, pour vous rappeler un petit peu, ce que je vous donne ici sur le podcast, mais aussi avec quelques questions introspectives de saison et quelques conseils que vous pouvez appliquer si vous le souhaitez. Si ça vous parle, n'hésitez pas à tester et à vous approprier cette saison avec vous-même. Et voilà, il y aura, d'autres contenus de ce type, au prochain changement de saison. Je pense que c'est quelque chose que je vous ferai, toute cette année en fait pour avec des fiches mémo à l'appui. Et puis en attendant, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt sur le podcast et voilà, je vous souhaite une belle semaine.